Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3. On est ravis de vous accueillir ici en direct de Saint-Malo. Saint-Malo où demain s'élancera la 11e édition de la Route du Rhum. Vous voyez, le public est déjà très présent. Demain donc à 14 h, 123 skippers sur la ligne de départ, les yeux rivés vers Pointe-à-Pitre et bien sûr parés pour vivre une formidable aventure humaine et sportive. Ce soir avec Adélaïde Cassier qui nous accompagnera sur les pontons, eh bien on va ouvrir un peu l'album du souvenir car la reine des transats fête cette année ses 40 ans. 4 décennies où se mélangent des exploits et des drames, 4 décennies qui ont inscrit cette transat dans la légende. Nos invités dans quelques instants viendront nous parler des petites histoires qui ont fait la grande histoire et puis on évoquera aussi ce lien si particulier qui s'est tissé entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Et quand on vous dit que la Route du Rhum est devenue une course mythique, eh bien il suffit de voir l'engouement qu'elle suscite. Bonsoir Adélaïde, on l'a vu encore aujourd'hui, la Route du Rhum c'est un peu comme le Tour de France, ça se résume en un mot, populaire. Populaire, Robin, mais regardez, c'est impressionnant la foule qui encore représente ce samedi soir. Ça n'a jamais désempli depuis le démarrage du village il y a 10 jours. On a passé le cap tout simplement des 1 million de visiteurs, ce qui fait vraiment, comme vous l'avez dit, de la Route du Rhum l'un des événements sportifs les préférés, donc préférés des Français. C'est Loïc Perron qui emploie cette image. Si la voile a la réputation de ne pas être un sport populaire, eh bien venez au départ de la Route du Rhum et vous voyez le public est là. C'est bien que les gens sont fascinés par tous ces bateaux. Alors si une partie des bateaux a quitté les bassins cet après-midi pour le passage des écluses, donc une partie de ces bateaux ce sont les Rhum Mono, les Multi 50 qui donc sont partis cet après-midi. Il y a toujours les IMOCA qui sont présents, également les classes 40, on ira faire un tour par là tout à l'heure. En tout cas, le public était également présent le long des bassins, le long des écluses pour assister à ce moment plein d'émotions. Regardez le reportage de Catherine Bazy et Christian Paulet. À 24 heures du départ, c'est déjà le moment de larguer les amarres. Ils sont les premiers à quitter les pontons, les monocoques et multicoques de la classe Rhum, des bateaux tous différents qui se plient à une organisation millimétrée et chronométrée. On a des Zodiacs qui sont en train de pousser, mais quand je dis vraiment pousser, c'est qu'on largue pratiquement les amarres des concurrents pour être certain qu'ils soient à l'heure précise dans le sas. Et de l'autre côté, c'est pareil, il y a une équipe qui récupère les bateaux et qui les amène très très vite vers Dinard pour éviter tout embouteillage. Les 123 bateaux doivent tous passer les écluses pour rejoindre le large en une marée. Autant dire que chaque minute compte, un moment particulier que la plupart des amoureux de la course au large ne rateraient pour rien au monde. C'est à peu près le seul moment où on va pouvoir vraiment les voir de près et en mouvement, quoi. Tandis qu'autrement sur les pontons, on les voit sur les quais, on les voit. Et puis les skippers sont pas forcément dans le bateau. Puis dimanche, c'est pas sûr qu'on les verra, quoi. Et ils sont nombreux les supporters des marins venus de toute la France, admirer les bateaux et respirer ce parfum d'aventure. Je ne connais rien au bateau, mais j'aime bien la course, ce que ça représente, cette aventure de l'homme seul qui traverse l'océan. Là, c'est un truc fantastique. Des mots d'amour et des encouragements de toutes parts dans l'écluse pour les jours et les semaines à venir. C'est une façon de leur dire bon courage, c'est une façon de leur porter notre amour aussi parce que je pense qu'ils vont besoin de notre soutien pendant toute cette traversée. Et c'est une façon aussi de leur porter la foi qu'on a en eux pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de la Route du Rhum. Avis aux noctambules, les bateaux de la Route du Rhum vont poursuivre leur passage des écluses tout au long de la nuit. Voilà un très beau spectacle à admirer. 123 skippers engagés sur la course. La Route du Rhum est bel et bien la reine des transats. Une course imaginée par un homme qui est à nos côtés ce soir. Bonsoir Florent de Kersozon. Merci de m'inviter à Méribel, je suis très content. Il fait froid en effet. Alors de Kersozon bien sûr, un patronyme qui résonne pour tous les amoureux de la voile. Donc vous êtes le petit frère d'Olivier, Olivier est sur les mers. Vous organisez les courses. Ça s'est passé en 75 sur un coin de table avec un ami. Oui, en 1975, on a eu l'idée. J'avais un copain qui s'occupait du syndicat des sucres du rhum et qui était malheureux de la promotion du rhum. Et il m'a dit qu'est-ce qu'on peut faire. Je lui ai dit on va faire une course vers les Antilles. Comme ça, tout le monde va aller au soleil et découvrir cet endroit merveilleux. Voilà. Alors c'était une occasion pour d'amener le pion un peu aux Anglais qui avaient décidé de réduire un peu l'accès à la transat. Ils en avaient un peu marre de voir les Français gagner les courses, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis surtout, ils étaient tous dans la culture un peu en limite, la culture un peu fédération, monotypie et tout. Nous, ce qu'on voulait faire, on voulait faire de l'innovation. On voulait aller plus vite. Et vous voyez aujourd'hui, on même pas la moitié du temps qu'on mettait. C'est formidable. Donc c'était mélanger tous les bateaux, des monocoques, des multicoques, des amateurs, des professionnels. Tout le monde qui voulait.
Tout le monde qui voulait faire cette connerie, on était prêt en disant allez-y, venez, on va courir. Ça n'a pas été simple quand même. Il a fallu convaincre des navigateurs comme Eric Tabarly et convaincre aussi les pouvoirs publics. Aussi. La course, on l'a fait pour les navigateurs, donc ils étaient tout-même toujours assez intéressés. Hein. Mais c'est surtout tous les pouvoirs publics qui étaient compliqués à décider, la fédération, tout le monde hésitait, etc. À cette occasion, je voudrais rappeler la mémoire d'un garçon qui s'appelait Christian Morand, de Pampol, administrateur des affaires maritimes, qui dépendait du secrétariat général de la marine marchande à l'époque. Qui a décoincé le verrou. Son patron, Jean Chapon, oui, qui vit toujours d'ailleurs, et qui a décoincé les choses, très tard d'ailleurs, puisqu'ils nous ont donné l'autorisation en juin 78. C'est-à-dire quand même pas beaucoup de temps avant le départ de la course. Et c'est Michel Etévenon après qui travaillait, un homme de spectacle qui a lancé, qui a organisé après le reste de la... Etévenon, il a organisé cette course comme Aulas a inventé le foot, hein, c'est-à-dire qu'il y a ajouté une petite touche à gauche et à droite, mais en fait, les gens qui ont fait cette course, ce sont des marins et les clubs qui étaient autour, et particulièrement la Société nautique de la baie de Saint-Malo. Alors, on surnomme aujourd'hui cette course un peu le Dakar des mers. Entre 1978, où on naviguait encore au sextant, et aujourd'hui, où on voit les bateaux avec une technologie embarquée absolument impressionnante. Est-ce que c'est encore la même course? Est-ce qu'il y a le même esprit encore pour vous? Le même esprit, c'est qu'il y a un type tout seul dans son bateau, et que même s'il a toute l'électronique du monde pour l'aider, s'il a un pépin, il est tout seul pour le régler. Donc c'est ça vraiment l'esprit de la course. Alors, vous étiez membre du syndicat national de la course au large. Non, l'UNCL, l'Union nationale de la course au large. Pardon. Ouais. Vous n'avez jamais eu envie de monter sur un bateau et de participer à cette course? Moi, je suis monté sur un bateau, j'ai été l'équipier d'Eric Tabarly. Et puis, il y avait mon frère qui faisait ça beaucoup mieux que moi. Donc, je pense que c'est bien qu'il l'ait fait à ma place. Bon, merci restez avec nous, Florent. On va revenir en images, justement, sur les moments forts qui ont marqué la route du Rhum. 4 décennies où l'on retiendra le grand bonheur des vainqueurs. 4 décennies marquées aussi par des disparitions et des fortunes de mer. Tout cela a en fait définitivement inscrit le Rhum dans la légende. Regardez. 1978, naissance de la première route du Rhum, une riposte française à la fameuse transat anglaise, celle que tous les marins rêvent alors de gagner. Plus de 100 000 personnes assistent au départ des Poupons, Kersozon, Perron, Artaud, Pajot. Mais à la surprise générale, c'est un Canadien, Mike Birch, sur son petit trimaran qui gagne sur le fil, après 23 jours de mer. Michael Birch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui le... J'avais le cœur gros quand je fais couper la ligne, parce que 2 minutes après 25 jours, c'est vraiment épouvantable, quoi. Malinowski était encore au près. La course était finie et c'est comme ça que j'ai gagné. Un scénario incroyable avec cette victoire à 98 secondes près et plus tragiquement la disparition d'Alain Colas au large des Açores vont marquer les esprits et faire entrer la route du Rhum dans la légende. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu à peu près tous les ingrédients pour fabriquer des histoires légendaires. Il y a des disparus comme Alain Colas ou Loïc Caradec, il y a une femme qui gagne comme Florence Artaud. Quelques décennies plus tard, en 2014, le temps de référence est passé à 7 jours, un record signé Loïc Perron sur un trimaran de 30 mètres de long. Et pour cette 11e édition de la Route du Rhum, ils seront 123 skippers, du jamais vu, amateurs ou professionnels, à s'élancer sur une même et seule ligne pour rester fidèles à l'esprit du Rhum. 123 skippers répartis en 6 catégories, 3 pour les monocoques et 3 pour les multicoques. Avec en ligne de mire pour les 6 ultimes engagés, c'est Maxi Trimaran capable de voler, faire tomber le record sous la barre des 6 jours. Voilà, retour en direct, avec, vous le voyez, des superbes images aériennes des bassins de Saint-Malo. Alors s'il y a bien un marin qui a marqué les esprits et l'histoire du Rhum, c'est bien Alain Colas. Son épouse Théora est avec nous ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 40e anniversaire de la Route du Rhum, je suppose qu'il résonne un peu d'une manière particulière pour vous. Oui, bonsoir tout le monde. Et oui, comment pourrais-je... Depuis que... Mon dernier... mes derniers souvenirs de 78 ont plutôt été assez durs et assez tristes. Et là, j'arrive et je découvre une course du Rhum complètement folle, complètement un succès énorme. Donc, je suis ravie que Alain a participé énormément à la création de cette course. On n'a pas oublié Alain Colas. Il y a une plaque commémorative ici à Saint-Malo. Il a été désigné citoyen d'honneur de la ville. Il y avait un lien particulier avec les cités corsaires? Alain? Ouais.
J'en sais rien. On était plutôt à Dinard. Et c'est peut-être quelque chose qui est né dans son instinct de pirate. Dans quel état d'esprit il a abordé cette course du Rhum, cette première édition, justement? Il y tenait à cette course? Non, oui. Quand on allait courir chez les Anglais, en 1976, il s'est pris de mots avec la Chambre des Lords. Et en sortant de cette réunion, un peu énervé, il me dit, tu sais, Théora, on n'ira plus jamais courir chez les Anglais et on va inventer notre propre course française et on lancera notre première transat française. Et ensuite, nous avons rencontré Michel Etévenant à Paris. Et Michel a fait que nous a aidés à exploser et à lancer cette course. Florent, on peut dire qu'Alain Colas a fait rentrer aussi la course au large dans la modernité. Il savait parler aux médias, il savait faire partager sa passion au public aussi. Oui, Alain était très convaincant. Moi, j'ai navigué avec lui sur Penduic 3, une saison avec Eric Tabarly. Et on s'est beaucoup amusé avec Alain et il y avait beaucoup de respect pour lui. Et j'étais content de le voir participer à la Route du Rhum. J'étais content de le voir se confronter à mon frère. Et puis malheureusement, ça a mal tourné pour Alain et on le regrette toujours. Théora, un dernier mot justement sur son bateau Manureva. C'est la dernière fois qu'on l'a vu à quai, c'était à Saint-Malo pour le départ de la première édition. Voilà, c'est une histoire particulière. Tous les deux sont entrés dans la légende, on peut le dire. Avec Alain Colas et Manureva. C'était son compagnon, et il tenait de faire cette première édition de la Route du Rhum avec son compagnon Manureva. Il a fait... Manureva qui veut dire oiseau du voyage. L'oiseau du voyage. Voilà, il a fait avec beaucoup de, comment dirais-je, de passion. Et je trouve que c'était son destin. Et qu'est-ce que je peux rajouter? C'était son destin, tout simplement. C'était son destin. C'était son destin. Merci beaucoup, Théora. Et merci, Florent, de nous avoir accompagnés pour cette première partie d'émission. On va retrouver à présent Adélaïde Castier, qui est toujours avec nous sur les quais de Saint-Malo. Il reste encore beaucoup de bateaux à admirer. Et à vos côtés, justement, Adélaïde, un autre grand nom de la voile française. Un grand nom, puis des grandes mains quand même. Des grandes mains quand même, n'est-ce pas, monsieur Pajot? Je les vois. C'est mes mains, effectivement. Vos mains, puisqu'on est sur le quai de la Route du Rhum. Un quai qui a son importance pour vous, parce que ce moment que vous avez vécu il y a 4 ans, donc avec pratiquement tous les anciens vainqueurs de la Route du Rhum, il manquait juste Michel Desjoyaux qui était présent, et puis bien sûr des absents depuis. Mais c'était un moment très fort. C'était un grand moment d'émotion il y a 4 ans, parce qu'effectivement on était tous là, et aujourd'hui il en manque 2, et pas des moindres. Le souvenir de Florence est toujours intact, et Laurent, cet aventurier, tous les deux aventuriers qui sont partis. Laurent Bourgnon, oui, Laurent Bourgnon, pas sur un bateau, quoi. Mais c'est le destin, c'est la vie, et voilà, on les regrette bien sûr. Et Florence avait ouvert cette voie pour les femmes. Il y a une grande participation féminine cette année sur le Rhum. Grande participation féminine. C'est-à-dire c'est quand même la plus grande. Il y a 6 femmes au départ, il n'y avait jamais eu autant, quoi. Oui, c'est en autour de 4, on n'est quand même pas encore dans la parité. Non, on n'y est pas, mais bon, je crois que ça donne... Florence, c'était le bel exemple, et je crois que notre sport, justement, donne accès aux femmes avec les classes 40, et puis bien sûr les IMOCA, donc c'est bien. Alors Marc, je sais que pendant plusieurs années, pendant plusieurs éditions, vous avez non pas boudé la Route du Rhum, mais vous étiez parti sur d'autres projets, sur la Coupe de l'América, et là vous prenez plaisir à revenir sur la Route du Rhum. Depuis donc votre victoire en 82, on va en parler juste après. Oui, effectivement, moi j'ai fait 78 la première, 82 la victoire, et après j'ai été attiré par l'America's Cup, les équipes françaises pour l'America's Cup, French Keys, Ville de Paris, 92, puis 95, puis avec les Suisses. Ça a été une deuxième grande partie de ma vie professionnelle et ma vie de marin. Et voilà, j'avais coupé parce que c'était plus mon milieu et mon environnement. Mais aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup de plaisir parce que
ça a été pour moi mon pas en avant vers le large. Et puis gagner une route du Rhum, c'est l'achèvement pour un marin, pour un solitaire. Voilà, du plaisir à revenir et à voir tout ce changement, l'évolution technique, l'évolution du grand public, l'intérêt très large pour cette compétition. Des sacrées évolutions, hein. Pas vrai, Marc. Alors justement, est-ce que vous connaissez le défi 98 secondes? Très rapidement, défi 98 secondes, ça vous parle? Oui, c'est l'écart de l'arrivée de cette première route du Rhum. 98 secondes, et bien justement, il y a des skippers là qui se sont amusés pour cette 11e édition à remettre sur le tapis ce défi. Donc ils sont 3, il y a François Corr, Charlie Capel et Bob Escoffier qui vont essayer de nous faire revivre quelque part cette arrivée. Je ne sais pas si ce sera possible, mais c'est un reportage regardé de Isabelle Rettig et Sandrine Rouault. C'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Depuis que Charlie Capel, le Vosgien, a décidé un jour de changer de vie et de prendre le large pour l'amour d'un petit bateau jaune. Ce bateau, c'est Acapella. Rien à voir avec son nom, si ce n'est un signe du destin. Acapella, c'est une série de 5 trimarans construits aux États-Unis par Walter Green. En 1978, Mike Birch remporte le Rhum sur le premier d'entre eux, Olympus Photo, avec 98 secondes d'avance seulement sur Michel Malinowski. À l'époque, Charlie Capel a 23 ans et ne rêve que d'une chose, travailler dans le chantier de Walter Green. À force d'insister, en montrant ma motivation de vouloir apprendre à construire ces bateaux-là et comprendre comment ça marchait et surtout naviguer, ils ont fini par m'accepter, donc je vais y rester 1 an et demi. Charlie participe même à la construction du 3e Acapella de la série, qui quelques années plus tard va devenir le sien. Depuis qu'il navigue sur sa belle libellule jaune, le marin a connu 2 naufrages, 3 restaurations et quelques belles victoires, de quoi lier à jamais le destin de l'homme et de son bateau. À force de naviguer sur ce bateau, j'en ai une connaissance parfaite, puisque ce bateau me colle à la peau depuis plus de 30 ans. Bon, moi, je passe aussi beaucoup de temps sur le bateau à le caresser, parce qu'on est à bord d'une vieille demoiselle. Donc il faut s'en occuper. Le 4 novembre, Charlie prendra le départ de son 5e Rhum, avec à la clé une course dans la course, le défi 98 secondes pour l'éternité, en hommage à cette arrivée mythique qui façonna la légende du Rhum. Face à lui, Acapella retrouvera le Critère 5 de Michel Malinowski, skippé par le malouin Bob Escoffier. Bon, t'es prêt pour le challenge ? Un autre Acapella participe au défi, le 2e de la série Friends and Lovers. À la barre, un jeune malouin de 35 ans, François Corr. Je suis le dernier arrivé dans le challenge. Je suis certainement l'outsider parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que mes 2 concurrents. Mais voilà, on retrousse les manches et on se lance dans la course. 40 ans après le duel Birch-Malinowski, qui des Acapella ou de Critère 5 l'emportera cette année? Il faudra encore attendre quelques jours pour le savoir, si tout se passe bien. Et justement, nous a rejoint sur le plateau Bob Escoffier. Bonsoir Bob, vous allez donc participer à ce remake de cette première édition. C'est vous qui avez la lourde charge finalement de venger Michel Malinowski. Oui. Le bateau à 40 ans, il est resté dans son jus ? Alors le bateau a 40 ans, c'est le bateau original. Le bonhomme en a presque 70. Et bon voilà, dans un premier temps, on va déjà essayer de passer à travers la première barrière là, qui va pas nous arranger. Et puis après, on verra. Ce serait tout juste miraculeux si 40 ans après, il y avait 98 secondes d'écart entre les bateaux, dans l'ordre qui sera celui. Bob, est-ce bien raisonnable? Vous venez de le dire, vous avez 70 ans, ce sera votre 5e participation au Rhum. Vous pouvez pas vous empêcher, Non, mais là, cette fois, c'est vraiment la dernière. Parce que franchement? Oui, non, c'est sûr. C'est promis, j'ai promis à madame, donc voilà. Non, raisonnable, oui. Bon, de toute façon, moi, je vais faire à mon niveau, en fonction de l'âge du bateau, du mien. J'y vais pas pour me faire peur et j'y vais pas pour casser du matériel. L'idée, c'est de ramener le bateau. L'idée, c'est de traverser, bien sûr, le plus vite possible. Et puis, bon, voilà, la route est longue, je peux avoir des soucis. Les petits jaunes, comme je les appelle aussi, mais je ne le souhaite à personne. L'idée, ce serait que tout le monde arrive de l'autre côté en pleine forme. Et si possible, dans les temps approchant
ce qu'avaient fait Mike Burch et Michel Malinowski il y a 40 ans. Dites-moi Bob, entre la Route du Rhum et la famille Escoffier, c'est une belle et longue histoire d'amour. Hein. Toute la famille a ou va participer à cette édition. Votre gendre, votre fille Servane Escoffier, votre frère, tout le monde a goûté au rhum. Mon frère l'a gagné 3 fois, donc superbe performance. Mon neveu Loïc y a participé. Ma fille Servane l'a fait 2 fois, dont une fois sur un ultime, petit bout de bonne femme sur un grand catamaran de 23 mètres. Et puis là, c'est mon gendre qui part, et puis moi, le papy qui va remettre ça pour m'amuser. Le papy qui aime bien varier les plaisirs, hein, parce que vous avez en 94 participé à la Route du Rhum sur l'Étoile du Roi, c'est ça? Non, l'Étoile Molène, ouais. Vous avez aussi, là, en 2014, bon, ça s'est mal passé, vous avez dû abandonner. Là, vous faites sur un vieux bateau de 40 ans. Vous aimez comme ça? C'est des challenges pour vous, plutôt, la Route du Rhum? Non, mais moi, je me sens pas le niveau pour partir sur ces bateaux volants ou sur ces bateaux extrêmement performants. Donc moi j'aime bien les grands bateaux, j'aime bien les bateaux en bois, j'aime bien les bateaux... voilà, et puis l'intérêt c'est que, ça permet de sauver des bateaux, parce que sans ces courses, il y a peut-être des bateaux qui seraient à l'abandon. Et puis ça permet aussi au grand public, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de sports qui font ça, de voir qu'en 40 ans, on a divisé la vitesse par 4. Je pense que les premiers vont mettre, 6, 7 jours, c'est pas très grave, et puis que nous, on va en mettre 23, 24, 25. Donc on a quand même tout divisé par 4, et il n'y a pas d'autres sports qui ont fait ça, je pense pas. Merci beaucoup, Bob, d'être venu à quelques heures du départ. On vous souhaite une très très belle transat. Les Malouins en force, on l'a dit, hein, pour cette 11e édition. Ils seront au total 17 sur la ligne de départ, mais il faut bien évidemment évoquer bien sûr l'arrivée à Pointe-à-Pitre. La course s'appelle désormais d'ailleurs la Route du Rhum destination Guadeloupe. Et là-bas, depuis 40 ans, cette transat passionne. Justement, Adélaïde, on vous retrouve avec celui qui a pour la première fois porté les couleurs des Antilles dans cette course mythique. Ouais, j'ai de la chance quand même d'être à côté de Claude Vistoquet, donc qui a ouvert la voie aux Guadeloupéens dans cette Route du Rhum. Claude, allez, saut en arrière, 1990, c'est quand même incroyable ce qui vous arrive. Vous êtes quasiment arrivé en Guadeloupe. Et là, coup de malchance, c'est la caille de Bistock que ça s'appelle maintenant. Vous n'arrivez pas à terminer la course. Oui, c'est un mauvais souvenir, mais enfin, je crois que c'est pas l'essentiel à retenir. L'essentiel, c'est d'avoir osé en étant un petit amateur. Je travaillais à la chambre de commerce à cette époque-là. Pas beaucoup de temps pour se préparer. Affronter l'Atlantique avec un trimaran que je ne maîtrisais pas forcément très bien. Donc affronter cet inconnu et puis arriver. Après, le reste... Et d'ailleurs, vous êtes accueilli comme un héros réellement. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, voir tous ces petits-enfants, les drapeaux à la main, en passant devant le port de Basse-Terre, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui m'a fait prendre conscience aussi que la voile allait devenir très bientôt très populaire aux Antilles. Et alors, ces arrivées en Guadeloupe, elles ont quelque chose de vraiment, vraiment très, très fort. Quand on arrive à la Route du Rhum en Guadeloupe, c'est une ambiance, il paraît, unique. Ah oui, l'ambiance est devenue exceptionnelle, notamment avec l'arrivée de la Route du Rhum en plein centre de Pointe-à-Pitre, place de la Victoire. C'est quelque chose que j'avais demandé aux organisateurs il y a quelques années. Et Hélène MacArthur, m'avait dit que c'était incroyable cette arrivée, ce monde, et elle n'avait jamais vu ça nulle part. Beaucoup de navigateurs le disent, hein, ça, Claude. Donc on peut imaginer que pour cette 11e édition, ça va encore être la fête dans quelques jours. Merci beaucoup, Claude. Ça va être la folie. Ça va être la folie. On a entendu la folie donc, qui est attendue à l'arrivée de la Route du Rhum. Nos 2 derniers invités nous ont rejoints. Faut-il encore les présenter? Roland Jourdain, double vainqueur de la Route du Rhum en monocoque en 2006 et 2010. Bonsoir Roland. Et Laurent Bignolas, que l'on retrouve toutes les semaines aux Aurores. À la barre de Télématin sur France 2. C'est vous qu'on le retrouvera en compagnie de Valérie Chopin pour commenter en direct demain donc le départ de la course à partir de 13h35. On va faire tout de suite un point météo. Ça va, entre guillemets, ça va bastonner à Saint-Malo là, non? Demain, bien, super, ouais. Belle ligne droite, belle route directe. Alors c'est facile de le dire vu du bureau, hein, parce qu'il y aura quand même un peu de manœuvre, mais le départ, ça sera top. Bon, ça se gâte un peu mardi et mercredi.
Pour tous ceux qui ne pourront pas être sur la pointe du Groin ou au Cap Fréhel, il y a un beau spectacle à regarder sur France Télévisions. Hein. En 40 ans de route du Rhum, il y a toujours eu un événement sur cette course transatlantique. Et là, l'événement est dès le départ, avec 123 bateaux, avec 53 classes 40 qui sont ces petits 12 mètres, petits, mais avec de vaillants skippers. Et puis à chaque fois, je crois qu'il y a de belles histoires et de beaux messages. Alors nous, on a des hélicos, on a des caméras sur l'eau, et effectivement, on pourra faire vivre jusqu'à Fréhel au moins ce magnifique départ. Ça s'annonce chaud, mais beau, hein, Bilou? Exactement. Ça va aller très vite pour les ultimes, pied au plancher dès le début là. Ça va être. Oui. Le problème, c'est que c'est un sprint cette affaire, et que là, a priori, on devrait avoir un record sur cette course. Enfin, les bookmakers le disent, puis on en est sûr. Bon, après, c'est jamais pavé de bonnes attentions un Atlantique, donc il faudra faire bien attention, évidemment. Vous serez demain derrière les pupitres. Roland, vous, Laurent, qui avez fait aussi une transat en 1999, ça vous démange pas là de partir sur un bateau, de participer par exemple à la prochaine Route du Rhum? Est-ce que c'est des questions à poser Non, franchement, c'est pas bien, hein, c'est pas gentil. Hein. Moi, j'ai promis à mes filles que je partirai jamais en solitaire. Non, ça vous dit pas, Laurent, franchement? Si, mais j'ai promis que je ne le ferai pas, donc j'attendrai la prochaine en double. Là, il y aura Franck avec nous, Franck Camas, bien sûr, aussi avec Valérie. Bon, merci. On vous retrouve donc demain à partir de 13h35 pour un très beau spectacle et un très bon moment à vivre, bien sûr, sur l'antenne de France 3. Alors, la Route du Rhum, et vous le savez aussi, à suivre sur nos réseaux sociaux. Et puis, demain, pour le départ, il faudra se contenter d'un petit 13 degrés. Bon, ce sera un peu plus chaud que ce soir. Alors, avant de nous quitter, je vous propose de remonter un peu le thermostat et on va vous donner un petit avant-goût de ce qui attend les skippers à Pointe-à-Pitre. Adélaïde, allez, un peu de musique antillaise pour se réchauffer. Saint-Malo, là. Voilà. On va réchauffer Saint-Malo, là, je le sens. Le nom du groupe, dites-moi. Nation Aneg Marron. Nation Aneg Marron. Eh bien, on vous écoute, Nation. C'est parti pour la Guadeloupe.